Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui paraît compliqué mais en réalité c'est plutôt facile. Je vais vous apprendre à utiliser un appareil photo correctement ou du moins essayer. Et je sais que si je fais ça en une seule vidéo ça va durer 20 ans et c'est pour ça que je vous la fractionne en plusieurs petits épisodes. Comme ça chaque semaine vous pourrez en apprendre un peu plus sur la photographie. J'ai l'intention d'en faire aussi sur la vidéo même si ça reprend plus ou moins les mêmes codes. Revenons à nos moutons et donc dans cette vidéo on parle photo et donc il nous faut quoi pour faire des jolis plans. Alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour vraiment sortir une belle photo. Et dans un premier temps on va parler d'exposition. Bon alors déjà l'exposition qu'est-ce que c'est ? Pour vous donner un repère, on dit d'une photo qu'elle est bien exposée quand l'image est bien visible et se rapproche le plus de la réalité. Dans les extrêmes, on va dire d'une photo qu'elle est sous-exposée s'il manque de lumière et qu'elle est surexposée si justement il y en a trop. Alors ça, c'est pas par rapport au fait que là où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de lumière ou trop de lumière, c'est des paramètres qui se règlent. Et tous ces paramètres, ils se regroupent dans ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Donc on va avoir les ISO, la vitesse d'obturation et le diaph ou l'ouverture. Les ISO, c'est une valeur internationale et ça veut littéralement dire International Organization of Standardization. Peu importe ce que ça veut dire littéralement en vrai parce que ce qui nous intéresse nous, c'est ce qui change quand on modifie ce paramètre. En fait, les ISO, ça vient modifier la sensibilité à la lumière de votre capteur. Plus vos ISO sont bas, moins votre capteur va être sensible à la lumière, et à l'inverse, plus ils sont hauts, plus le capteur va être sensible. Le hic dans tout ça, c'est que si on monte un petit peu trop nos ISO, on va observer un truc qui va nous déranger dans l'image. On dirait qu'elle est sale. Et ça en fait c'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Bon c'est pas très beau et c'est pour ça que je conseille de rester entre 100 et 1600 ISO. Pour le coup je sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi mais c'est quand même bien de rester dans cette zone si votre appareil il aime pas trop les basses lumières. Parce qu'un appareil qui aime pas trop ça, si on dépasse les 1600 et qu'en plus il fait sombre, le bruit il va être vraiment trop agressif. Voilà donc ça c'est pour les ISO, faites juste attention au bruit numérique, c'est pas très joli. Mais si vous en avez, la plupart des logiciels de retouche ont une fonction qui permet de réduire le bruit numérique. En ce qui concerne les autres paramètres, leurs contraintes sont disons un peu moins gênantes que celle du bruit numérique. La vitesse d'obturation. Alors, je parle certainement chinois pour certains d'entre vous, mais en fait c'est grave simple. Quand vous prenez une photo, il y a ce qu'on appelle un obturateur qui tourne et qui laisse passer un petit peu de lumière sur votre capteur. En fait c'est une plaque trouée et juste ça tourne quoi. Et du coup la vitesse d'obturation c'est juste le temps où ton capteur est exposé à la lumière extérieure. Donc plus votre vitesse est élevée, moins votre capteur va être exposé longtemps à la lumière, et à l'inverse, moins votre vitesse est élevée, plus il va être exposé longtemps. Bon jusque là tout va bien, j'espère que tout le monde arrive à suivre. L'incidence de ce paramètre sur votre photo ça va être le flou de mouvement. Exemple, vous voulez photographier un mec qui fait un kickflip en skate. Alors là vous allez vous mettre une grosse vitesse d'obturation et paf, votre sujet il est net, il n'y a pas de flou, c'est carré. Par contre, à l'inverse, si vous voulez donner une impression de vitesse à une voiture, par exemple, vous mettez une vitesse d'obturation un peu moins grande pour que votre capteur reste exposé plus longtemps, et vous suivez la voiture avec votre appareil. Et paf, la voiture, elle est nette, et tout l'arrière-plan est flou parce que vous avez bougé, et du coup tout est flou sauf la voiture puisqu'elle est restée au même endroit dans votre plan. Donc ça c'est la version un peu classique du flou de mouvement, mais on peut aussi s'en servir pour capturer plus de lumière. Donc avec des grandes durées d'exposition, on peut carrément effacer des passants dans une place publique. Donc vous l'avez compris, si vous voulez utiliser la pose longue, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faudra utiliser un trépied ou en fait peu importe à partir du moment où votre appareil ne bouge pas. Parce que si vous bougez ça sera flou, mais ça peut aussi être intentionnel. On peut s'en servir de nuit aussi pour avoir une bonne exposition, juste voilà, faudra pas bouger. Troisième et dernier point, l'ouverture ou le diaph. Le diaphragme c'est directement dans votre objectif et c'est ça qui va laisser passer plus ou moins de lumière dans votre capteur. La valeur c'est f point et un chiffre après. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et plus le chiffre est grand, moins l'ouverture est grande. En gros f1.4 grande ouverture, f.14 faible ouverture. C'est le paramètre le plus simple et son incidence est très intéressante à travailler. Le diaphragme agit sur la profondeur de champ. J'en ai perdu la moitié là. En gros la profondeur de champ c'est le flou d'arrière-plan. On dit grande profondeur de champ quand on voit bien les détails derrière le sujet principal. A l'inverse, faible profondeur de champ, c'est quand tout est flou derrière votre sujet. Et la grande ouverture ou la pleine ouverture, on va s'en servir pour prendre des sujets précis où on veut que notre attention soit focalisée sur le sujet. Par exemple de l'humain, de l'animalier, en fait tout ce qui ne nécessite pas de voir le décor autour. Par contre, si on veut prendre un paysage ou un décor mis en scène, là c'est quand même bien si on peut garder les détails que vous avez voulu prendre. Donc garder une profondeur de champ pas trop floue. Bon voilà, maintenant qu'on sait à quoi correspond chaque paramètre, on va pouvoir exposer notre photo correctement. Et pour ça on peut s'aider d'un graphique et c'est l'histogramme. Donc là on voit que selon ce que je change, la courbe du graphique bouge de gauche à droite. Nous ce qu'on veut pour avoir une bonne exposition c'est que le pic il soit au milieu. À gauche c'est sur X, à droite c'est sous X. Alors vous pouvez bien sûr choisir de sous-exposer ou de surexposer vos photos. Ça n'est pas forcément un problème à partir du moment où on voit ce que vous prenez en photo quand même. Après c'est sûr que si vous faites des retouches par exemple, c'est quand même bien de prévoir le fait que vous allez sûrement baisser ou monter l'exposition de votre photo.
Après ça c'est selon vos souhaits artistiques, mais c'est quand même bien d'être au milieu pour pouvoir avoir une certaine liberté par la suite. Après maintenant c'est de votre sort et plus du mien. Voilà, bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur le fonctionnement du triangle d'exposition. Après, honnêtement, il n'y a pas de secret, il faut juste pratiquer. Donc n'hésitez pas à sortir pour vous entraîner et surtout n'ayez pas honte. Parce que dites-vous que la plupart des gens ne feront pas forcément attention à vous, donc sentez-vous à l'aise. Sinon, vous pouvez toujours vous entraîner avec vos potes si vous en avez, c'est toujours plus marrant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. On va parler des règles à suivre pour avoir une bonne composition dans vos images. Allez, ciao!